Bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle des annonces faites à re:Invent, on parlera de machine learning et de data, et puis on parlera d'aide aux développeurs. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme je le disais, épisode triplement exceptionnel. D'abord parce qu'on est à Las Vegas pour la conférence AWS re:Invent. On va essayer de débriefer quelques-unes des annonces qui ont été faites. Exceptionnel parce que j'ai des invités prestigieux à mes côtés. Je vais vous les présenter dans une seconde. Puis exceptionnel aussi parce que le podcast d'habitude c'est audio uniquement. Et là, vous pouvez nous voir en vidéo sur le YouTube d'AWS France. Donc si vous nous écoutez sur une appli de podcast, venez voir la tête qu'on a à 7h30 du matin après 3 jours de conférence sur YouTube. Et si vous nous voyez sur YouTube, peut-être que c'est l'occasion de vous abonner au podcast AWS en français parce qu'il y a des épisodes toutes les semaines. Sauf cette semaine, il y en a 3 pour le prix d'un. Aujourd'hui, je suis accompagné de Virginie Mativet. Bonjour Virginie, tu es Modern Data Manager chez Teamwork, AWS Hero en Machine Learning, speaker à re:Invent également. Tu avais un talk lundi matin, après-midi. Ça s'est très bien passé, c'était cool. Tu parlais de quoi ? Je parlais des biais dans l'intelligence artificielle. C'est un sujet, ça, il me semble que je t'ai parlé plusieurs fois. C'est un sujet que j'aime bien, qui me plaît beaucoup. Et du coup, effectivement, là, c'était sur la partie technique. Comment on fait pour les détecter techniquement? Donc, avec du code et de la démo et tout ça. Normalement, les sessions vont être postées sur YouTube. J'essaierai de la trouver, ou si tu la trouves, envoie-moi un lien. Comme ça, je mettrai le lien dans les notes du podcast et de la vidéo. Et à côté de toi, mon collègue François Baudruche, que vous avez déjà entendu dans le podcast AWS. C'est pas ta première fois. Tout à fait. François, développeur advocate, spécialiste .NET, et on va parler des aides aux développeurs, des outils qui peuvent aider la vie. Oui, pour rendre les développeurs plus productifs, effectivement, leur simplifier la vie, leur suggérer du code avec Amazon Code Whisperer. Voilà, c'est un teaser parce qu'on va commencer avec Virginie. Virginie, tu es spécialiste AML. Hier, c'était la keynote AML. Qu'est-ce que tu retiens globalement de la mouvance, les top tendances que tu identifies? Les top tendances, quand même, c'est à la simplification de tous les process. Avec plus de sécurité, plus de gouvernance, mais surtout pour simplifier la vie, parce qu'en fait, quand on fait du machine learning, on passe très peu de temps à faire des modèles et beaucoup de temps à faire en sorte qu'on puisse les entraîner. C'est-à-dire qu'on ait nos données, déjà les récupérer, les préparer, les stocker, les analyser, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros boost pour faire gagner du temps sur ça et qu'on passe plus de temps sur notre cœur de métier, à savoir créer des modèles plutôt que le reste. Chaque fois que j'ai voulu créer un modèle, moi, je suis pas du tout data scientist ou quoi que ce soit, je suis plutôt développeur basic. Donc, chaque fois, ce qui me bloquait, c'était la préparation des données. Je me dis, tiens, là, il manque un 0, là, il y a une valeur nulle qui est pas nulle, là, c'est une string, ça devrait être un chiffre, et finalement. C'est toujours le plus long, Dans les projets, on dit que c'est 80% du temps d'un projet qui est sur la préparation des données, alors récupérer les données, les préparer, les stocker, tout ça, et juste 20% sur la partie vraiment machine learning, quoi. Spécifiquement, quelles sont les annonces qui t'ont marqué ces 2-3 derniers jours? Alors, il y en a une liste. Alors, il y en a eu une liste qui était longue comme le bras, donc on va pas parler de toutes parce que sinon, c'est pas un podcast qu'il faut faire, c'est un live sur une semaine. Il y a eu toute la partie géospatiale. Les données peuvent être localisées, donc avec des coordonnées GPS. Et ces données avec des coordonnées GPS, avec des cartes et des choses comme ça, elles sont voire pas gérées du tout, en fait, dans les modèles actuels. Et là, il y a eu toute une partie géospatiale ML dans SageMaker qui a été annoncée, qui devrait simplifier l'utilisation de ces coordonnées géographiques ou ce genre de choses, et l'utilisation des cartes depuis les satellites avec différents providers de cartes. Qui pourront être adaptés à la précision dont on a besoin sur le terrain. Alors, je vais être très naïf. Pour moi, une coordonnée GPS, c'est deux chiffres avec une virgule. En quoi c'est spécial à traiter dans un modèle? Alors, les chiffres, ça marche plutôt bien. Oui, les chiffres, ça marche plutôt bien, mais il y a une question de distance souvent et de forme. C'est-à-dire qu'un point A et un point B, ce qui est important, c'est pas tellement que les coordonnées, elles se ressemblent, mais c'est peut-être plus qu'elles sont proches ou loin les unes des autres. Et pour ça, c'est des calculs particuliers qui permettent de gérer la distance entre deux points. Parce que la Terre est ronde, la Terre c'est ça. C'est pas un carré plat, c'est pas comme le puzzle qui est devant nous. Et du coup, souvent, il faut des calculs particuliers parce que les coordonnées GPS, c'est en degrés. Mais 1 degré à l'équateur et 1 degré au pôle Nord, c'est pas du tout la même distance sur le terrain. Et donc, on peut pas comparer 1 degré en disant, s'il y a moins d'1 degré d'écart, c'est, en fait, pas du tout. Et les systèmes géographiques, il n'y a pas que les coordonnées GPS, il y a au moins une centaine d'autres. Et c'est toujours un enfer à gérer.
Et donc, c'est plus le développeur qui doit faire des calculs pour calculer ces données et les mettre en ingestion du modèle, c'est les systèmes d'apprentissage qui sont automatiquement capables de détecter, tiens, ce sont des coordonnées, donc je peux dériver la distance. Déjà, ça sera géré comme des coordonnées. Après, je sais pas exactement, parce que j'ai pas eu le temps de regarder tous les détails pour voir à quel point ça sera intégré, mais je pense que ça va aller dans le sens de, effectivement, on aura de moins en moins à les gérer nous-mêmes. Et les cartes dans un modèle? Et les cartes, c'est pour quand on fait sur du visuel, en fait. Après, alors. Ouais. Donc ça, c'est pour autre chose, quand on fait des modèles, mais sur des zones géographiques, et qu'on a besoin de cartes de satellite, en fait, tout simplement, pour que ça soit pour détecter des inondations, ce qui était présenté à la keynote, ou pour simplement détecter des piscines, ce que fait l'État français. Par exemple. À tout hasard, bien sûr, à tout hasard et sans... voilà, ils ont besoin des images pour savoir où sont les piscines et savoir sur le cadastre à qui elles appartiennent. Voilà. Ça va simplifier la récupération des cartes. D'accord. Et ça sera cool. Donc géospatial sur SageMaker, comme d'habitude je mets les liens dans les notes du podcast ou de la vidéo, vous scrollez un peu et vous trouverez tout ça. On a parlé data zone également, c'est quoi une data zone? Alors là, ça sera surtout ce qui est gouvernance des données. Donc la gouvernance des données, c'est de dire qui a le droit d'accéder à quelles données, d'où elles proviennent, comment elles ont été modifiées, histoire d'avoir un petit peu une trace des données qu'on utilise. Parce que c'est beau d'utiliser 50 milliards de données, mais si on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas si elles sont fiables, on ne sait pas qui y a accès ou autre, on ne va pas arriver à faire des bons modèles à la fin. Et donc DataZone permettra de gérer un peu tout ça. C'est pas l'objectif d'un data lake déjà de faire ça, ou quoi ça se différencie? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors le data lake, il met tout au même endroit. Lui, il fait le stockage. D'accord. La data zone, c'est ce qui permet de plus gérer qui a accès à quoi, qui a créé des pipelines pour amener jusqu'au data lake, comment ça a été préparé. Parce que le data lake, elles sont stockées les données, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Enfin, à part si on va voir le code qui est derrière du pipeline, mais sinon on ne sait pas. Donc c'est un nouveau service AWS. Donc c'est un nouveau service. Les accès, qui permet de donner accès facilement à des équipes pour consommer des données et de gérer toutes ces métadonnées autour de la donnée, la version, la source. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Après, il faudra regarder effectivement dans les previews et ainsi de suite au fur et à mesure comment ça va être fait. Donc c'est en preview pour le moment. Alors je sais plus si c'est en preview, si c'est en bêta, parce qu'en fait il y a tellement d'annonces ici qu'au bout d'un moment on ne sait plus du tout. Mais l'idée, ça serait ça, ça serait de pouvoir gérer un petit peu toute cette historique des données, comment elles ont été créées, qui y a accès, pour simplifier aussi la recherche, que les gens puissent dire moi j'ai besoin de recherche de chiffres de vente, je me connecte, le service sait qui je suis et sait à quoi j'ai le droit, et donc va me fournir des fichiers auxquels j'ai accès. Voilà. Ça me rappelle un service interne qu'on utilise chez Amazon depuis plus de 10 ans au-dessus d'un data lake, qui est un portal de self-service à la fois pour publier des données, mais aussi pour souscrire à des données où on peut chercher par métadonnées, on peut voir qui est le owner dans le jeu de données, quelle est sa version, son rafraîchissement, etc. C'est peut-être l'ancêtre de DataZone, ça, en fait. C'est typique AWS, on capitalise sur 10-15 ans d'expérience à construire des outils en interne, et puis on met cette expérience à disposition de nos clients sous forme de services en mode managé. Donc effectivement, ce que tu dis, il y a un écho ressemble. Chez moi. Ça ressemble. En même temps, c'est pas sorti de nulle part. C'est clair que voilà. Donc DataZone, un nouveau service, regardez dans les notes du podcast également. Hier, on a parlé avec Jérémy ou Olivier, je crois, de zéro. Non, c'était avec Arnaud Jean qui était notre invité hier. On a parlé de zéro ETL avec cette possibilité de faire un flux automatique continu entre Aurora et Redshift. Et tu voulais revenir sur le zéro ETL aussi, parce que de nouveau 80% du temps dans un projet data, c'est de la transformation de données, de l'acquisition de données. Donc ça, s'il y a du no-code en ETL, c'est un game changer. Ah ouais, carrément. Ça va être tellement plus simple. En fait, vraiment, on passe un temps fou déjà à créer les modèles, où on a besoin justement de créer des pipelines et tout ça. Mais après, quand on essaye de les déployer, il faut que les données, elles arrivent automatiquement, qu'elles soient remises à jour pour permettre le réentraînement des données. Et ça demande à créer des pipelines. Et du coup, on utilise, par exemple, Glue comme service, ou Data Wrangler, ou ce genre de choses. Et puis, il faut recommencer, mettre à jour. C'est très, très long. Il y a besoin de plein d'outils différents. Donc, moins il y a d'outils, plus il y a des trucs qui peuvent se faire automatiquement, et mieux c'est. Ça évitera d'avoir des step functions avec des lambdas, du Glue, une usine à gaz. Ça devient vite un peu le bazar. Et en plus d'Aurora Redshift, tu as repéré un truc, S3 Redshift? Alors, S3 Redshift, ça va être qu'à chaque fois qu'on va pouvoir poser un fichier dans S3, il va pouvoir être directement copié dans Redshift. Et en fait, ça nous arrive, j'ai un sujet sur lequel je travaille actuellement, où j'ai un pipeline où je reçois des données d'IoT.
Ces données d'IoT, je les stocke dans S3 pour sauvegarde. Et puis après, je les intègre dans Redshift pour pouvoir faire des analyses, des choses comme ça. Et du coup, j'ai une step function avec des lambdas qui prépare le fichier pour S3 et puis qui après va faire les requêtes pour le stocker dans Redshift et ainsi de suite. Tu déclenches un workflow quand il y a un fichier qui arrive sur S3 et puis tu as du code qui va lire ce fichier et l'injecter dans Redshift. Ça se déclenche quand le message arrive dans IoT Core. Okay. Mais effectivement, il faut que ça le stocke dans S3, que ça le stocke dans Redshift. Là, je vais pouvoir éliminer la moitié de mon pipeline en fait. Donc je vais pouvoir le stocker dans S3 et puis c'est fini. Ça le stocke dans Redshift tout seul, c'est génial. Donc voilà. Bon, il va falloir que je dise aux clients que quand ils ont payé la deuxième partie du pipeline qu'on va supprimer, c'était voilà. C'est souvent le cas en fait. On vise la simplicité, moins de code, c'est moins de bugs, et puis c'est surtout. Ah bah ça marchera mieux, et puis au moins on n'aura qu'un seul endroit où modifier les formats, ça le stockera sur S3, et puis ça sera fait pour le reste, quoi. Et là de nouveau, je suis un peu naïf, mais il peut y avoir n'importe quoi dans S3. Enfin, je veux dire, ça peut être du JSON, ça peut être machin. Il y a quand même un format. Il faut que ça soit du CSV, qu'il y ait une structure, donc on sache dans quelle colonne il faut aller mettre quoi. Enfin, on va le mettre dans Redshift, donc il y aura forcément un format à suivre. Ouais. C'est une base de données relationnelle. Enfin, c'est un entrepôt de données. Mais ça reste avec des colonnes définies, c'est pas du NoSQL, donc il y aura quand même un peu un schéma de données à définir probablement comme dans sûrement que juste le JSON suffira et sera lu et mappé par le nom des colonnes et qu'on indiquera juste la table dans laquelle ça correspond et que ça mettra dans chaque colonne la donnée qui correspond dans le JSON, donc voilà. Mais effectivement, il faut quand même que ça soit des données structurées pour aller dans Redshift. Parce que sinon, ça rentre pas vraiment dans Redshift. On ne peut pas mettre une vidéo ou une image. Dans Redshift, ça rentre pas bien. C'est comme faire rentrer un rond dans un carré. Ça marche moins bien. Ça n'a pas beaucoup de sens. Tiens, j'ai vu une annonce sur SageMaker aussi, purement cosmétique. Ils ont redesigné le studio. J'ai vu quelques screenshots. Ça valait la peine, je crois, non? Vu à quoi ça ressemblait, comment dire, c'est un peu comme quand on achète un appart qui date des années 60 dans son jus. Ça peut être bien de remettre un petit coup de peinture des fois. Les grandes fleurs orange. C'est ça. Il n'y avait pas de grandes fleurs orange dans SageMaker. Non, mais c'est ma collègue Anche Barth qui a écrit le blog post. Elle a mis plein de copies d'écran. On mettra les liens également pour que vous alliez voir. Mais c'est vrai que ça ressemble à une application web un peu plus 21e siècle, un peu plus moderne. Après, elle était bien au départ, mais c'est juste que comme ils n'arrêtent pas de rajouter des trucs dans SageMaker en permanence, au début, c'était à peu près clean. Et puis, au bout d'un moment, ça devient le bazar, quoi. C'est comme quand sur le bureau, on n'arrête pas de mettre des trucs, mais qu'on se retrouve avec un avec un puzzle infaisable, avec des licornes à colorier. C'est quoi ce puzzle? Parce que ça fait 3 jours que vous voyez ce puzzle devant nous, peut-être. Alors, je le montre à la caméra. C'est un puzzle de 1000 pièces, avec que des icônes de service AWS qui sont orange, rouge ou bleu, mauve. Et en 3 jours, ils ont fait le bord. Sur un fond noir, bien sûr. Et en plus, les mêmes services sont présents plusieurs fois. Juste pour faire les trucs simples. Sinon, ça serait pas assez compliqué. Donc voilà. Un projet EAML, on photographie toutes les pièces. J'avais vu un truc comme ça pour Pompéi. C'est vrai. Ils prennent des photos de tous les petits bouts de mosaïque qu'ils trouvent. Et avec de l'IAML, ils arrivent à détecter les bouts de mosaïque qui vont ensemble pour arriver à reconstituer des mosaïques. Donc là, ça serait leur prochain challenge. Bon, celui-là, il est un peu plus compliqué qu'une mosaïque de Pompéi, je pense, en fait. Mais pourquoi pas? On est sur le studio de Build on AWS. Ils sont en direct à partir de 11h du matin PDT, donc ça fait 20h si vous nous regardez dans la zone horaire de Paris, Bruxelles, enfin l'Europe de l'Ouest. Avec tous mes collègues qui ont des invités qui parlent des annonces à reInvent, connectez-vous sur twitch.tv/AWS. On n'a pas fini avec la data. Il y en a tellement. Spark. C'est quoi Spark d'abord et qu'est-ce qui change au niveau de Spark? Alors Spark, c'est ce qui nous permet de traiter du big data. Quand on a vraiment trop de données, en fait, il n'y a pas un seul ordinateur qui est capable de traiter tout seul les données. Donc découper un petit bout, traiter les petits bouts séparément, réassembler. C'est ça. Wow. Grosso modo, on fait ça et on donne chaque petit bout à un nœud spécifique d'un cluster et le cluster va devoir se charger de tout remettre ensemble et tout ça. Donc le service qui permet de faire ça sur AWS aujourd'hui s'appelle EMR, Elastic MapReduce, il est hérité d'Hadoop qui respecte ce principe-là, mais Spark c'est encore une génération après Hadoop. C'est plus rapide, puis c'est plus utilisé aussi maintenant, beaucoup plus. Donc là, c'est Scala, si ça tourne sur la JVM. Donc il y a du Scala effectivement qu'on peut mettre dedans. On peut faire aussi du PySpark. Ou dans ce cas-là, on est en Python. Je préfère Python personnellement, j'avoue que j'ai du mal avec autre chose. Donc voilà. Et effectivement, ça permettra de gérer tout ça, mais ça veut dire qu'il faut gérer une infrastructure parce qu'il faut un cluster, il faut des nœuds, il faut les gérer, voilà, faire en sorte qu'elles communiquent ensemble, qu'elles se connaissent, qu'elles puissent parler. Enfin bref, c'est assez compliqué.
Donc j'avoue que là, on rentre presque dans de l'infra et que c'est quasiment plus mon domaine à moi. Donc moi, en fait, en général, je dis que j'ai besoin d'un cluster et je croise les doigts pour que quelqu'un me le fasse, en fait. Voilà. Et du coup, c'est très très compliqué. Et là maintenant, dans Redshift et Athena, il y aura une intégration directement où il y aura juste à demander à un notebook Spark à mettre son code et pouf, ça va pouvoir travailler. Parce que Redshift, c'était un data warehouse relationnel et un notebook, donc c'est un service web, c'est une page web où on peut taper des bouts de code et l'exécuter directement depuis la page web. Donc ils vont rajouter les notebooks dans Redshift. Il y aura une connexion justement qui permettra directement depuis Redshift d'avoir des notebooks pour pouvoir accéder et faire du Spark sur du Redshift, sur de l'Athena, donc sur des entrepôts de données ou sur des data lakes carrément. Donc voilà, sans avoir à gérer toute l'archi qui est derrière, toute l'infra, toute la config et ainsi de suite. J'essaie de visualiser. Athena, donc c'est la couche de query SQL sur S3. Et donc soit dans Redshift, soit Athena, tu pourras maintenant avoir un notebook, tu tapes ton code Spark, t'exécutes. C'est ça l'idée, j'ai bien compris. C'est ça l'idée. Cool, ça sera tellement bien. Bon, par contre, après, il va y avoir des notebooks partout, en fait, parce qu'on va avoir des notebooks dans SageMaker, et il y a déjà dans SageMaker 2 endroits où il y a des notebooks. On va les avoir dans Redshift, on va les avoir dans Athena. Donc, en fait, on va commencer à avoir plein de notebooks partout. Donc, ça va commencer à être un peu plus compliqué de s'y retrouver. On a une longue habitude chez AWS à parfois faire des services qui font à peu près la même chose, mais venant d'équipes différentes. Je vois François qui sourit légèrement. En disant ça, mais Glue, ça fait déjà ça, non? Glue, je fais du drag and drop pour dire des transformations de données et ça génère du code Spark qui est exécuté sur EMR automatiquement. Donc Glue, il y a quand même une grosse partie config à faire aussi. Dessus pour que ça tourne. Mais effectivement, ça revient à intégrer quelque part un Glue dans Redshift et dans Athena et sans avoir à gérer l'infra. Donc on se rapproche de quelque chose qui est vraiment serverless. Alors que Spark, c'est le contraire de serverless, en fait, et qu'on n'ait plus besoin de gérer ça, et on aura juste à dire, ok, j'ai besoin de faire tourner ce notebook, et voilà. Donc effectivement, il y a aussi des notebooks dans Glue que j'avais oublié, ça fait encore un autre endroit. Mais il y en a peut-être ailleurs d'ailleurs, que j'ai pas... Je sais pas si peut-être en regardant les services, on en retrouve. Si tu connais tous les noms de services juste en regardant les icônes, là. Non, je n'y arrive pas. Je pourrais pas. Évidemment, les iconiques, les lambda, les OC2, les S3, oui, mais après... je retiens une chose, ce que tu as dit, serverless pour Spark, finalement, c'est comme ça qu'on peut le résumer, si on doit le résumer je sais pas si je vais pas me faire taper dessus par les... Il y en a d'autres serverless. Ouais, c'est ça, qui vont me dire, oulala. Ouais, ça scale pas vers 0, c'est pas du vrai serverless. Spark, c'est pas serverless. Il faut des clusters avec des nœuds et tout ça, c'est le contraire du serverless. Mais vraiment, l'idée, c'est de simplifier la tâche. Et c'est ça que je retiens de ce Reinvent, c'est simplifiant la tâche des data scientists. Merci beaucoup. C'est une des tendances, hein, globalement. Ouais. Si on doit résumer les tendances de Reinvent, je sais pas, François, si tu es aligné, mais il y a une première tendance qui est simplifier et intégrer l'existant, que tout ce qui existe, les 200 services de fondation, de base, fonctionnent mieux les uns avec les autres. Et puis il y a une autre tendance dont on n'a pas du tout parlé pendant ces 3 jours de podcast, c'est d'aller sur du vertical avec la simulation SimSpace par exemple pour simuler les flux de personnes dans une ville, avec un outil pour aider la supply chain, la gestion de supply chain, donc vraiment aller sur des verticaux. Les 2 tendances peut-être à retenir de cette semaine. D'autres choses? Au niveau des nouveautés? AIML, data, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a amusé, une anecdote. En fait, c'est fou le nombre de choses qui se passent ici. Et en AIML, j'ai l'impression qu'il y a des news qui sortent tout le temps. Alors déjà, il y en a souvent, quoi. Alors là, c'est encore plus le cas. Et du coup, vraiment, toutes ces news annoncées d'un coup, on est là, waouh, attendez, j'ai pas eu le temps de regarder déjà la première, j'en ai déjà 25 autres. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur mon téléphone, je prends en photo tout. Et après, je me dis, j'aurai le temps de regarder plus tard. Voilà. Plus tard, je regarderai. J'ai pris tout ce qui m'intéressait et je me suis dit, ok, donc mon appareil photo est bientôt plein. Je crois. Et maintenant, il va falloir que je dépile tranquillement. Dans l'équipe des blogs où on annonce les nouveautés, on a écrit 80 blogs à peu près pour publier pendant ces 4 jours de lundi à jeudi. Donc, vous faites le compte, ça fait 20 blogs par jour. Et on ne fait que les nouveautés, ce qu'on appelle tier 1, donc les gros trucs. Après, il y a toutes les petites choses à côté. Alors les petites choses qui vont changer la vie aussi potentiellement, mais bon. Souvent, c'est dans les détails aussi qu'on trouve des... Non, mais là, on en a pour 6 mois pour dépioter après. Et puis 6 mois pour se préparer à Reinvent 2023. Et le Summit d'abord. Et le Summit qui sera en avril. Dans 6 mois, on fait le Summit à peu près.
au mois d'avril, au Palais des Congrès à Paris, comme l'année passée, il y aura le Summit AWS France. On en reparlera dans le podcast et sur les réseaux sociaux. François, toi, tu passes tes journées sur l'Expo Floor tout à fait. à faire des sondages. C'est ça, je fais des sondages. Effectivement, je suis sur le Developer Lounge, donc le stand de nos communautés. C'est là où on accueille les communautés AWS. D'ailleurs, tous les jours, on a des communautés de nos différents continents qui viennent faire des présentations. Donc, on a eu les communautés d'Amérique latine, on a eu les communautés d'Europe et de Moyen-Orient qui sont venues, on a aussi les communautés d'Asie qui vont venir. Donc ça, c'est super sympa d'accueillir les communautés sur notre stand et qu'elles viennent présenter leur travail. Et effectivement, sur le stand, moi j'ai participé à la création d'une application. Alors c'était à la fois un démonstrateur et on a lié, je dirais, l'utile à l'agréable. Un démonstrateur technologique fait tout en C# et en .NET, ce que moi je suis un développeur C# et .NET. Et on collecte des données, donc anonymisées, ce qu'on demande juste aux gens de répondre à quelques questions simples pour mieux connaître nos clients. C'est quoi votre langage de programmation préféré? C'est quoi la catégorie de service AWS que vous préférez? C'est quoi la catégorie de service AWS sur lequel vous voudriez découvrir plus de choses, en apprendre plus? Donc ça nous permet de mieux comprendre. Stack Overflow, Most Dreaded and Most Wanted, lesquels vous voulez travailler, lesquels vous voulez pas travailler. Non, toi, tu fais pas. Non, on n'a pas posé la question. Ça viendra peut-être. C'était un MVP cette démonstration, et en fait ça a beaucoup de succès. Donc on est déjà en train de discuter de la réutiliser sur les prochains summits et de l'améliorer. Voilà, un peu comme en mode agile, on a développé un MVP, ça marche, ça a du succès, donc on va certainement améliorer l'application parce que les gens sont contents de venir nous expliquer. Alors, c'est quoi le langage préféré des développeurs? J'ai vu Python. Alors, Python est très loin devant. Ouais, c'est 30%. Effectivement, c'est très loin devant. Ce qui est intéressant, ça nous a permis de discuter avec les gens qui venaient voter pour Python. Et on avait un a priori, c'est-à-dire qu'on se disait, Python, c'est les gens qui font du machine learning et les data scientists. Et ceci dit, on trouvait que ça faisait un peu beaucoup quand même en pourcentage, juste pour le machine learning et data scientist. Et en fait, en posant les questions aux gens qui venaient, on a compris qu'il y avait beaucoup de DevOps engineers qui utilisaient Python. On avait beaucoup d'administrateurs système, d'administrateurs réseau qui utilisent Python. Et du coup, par exemple, si on compare, là, en nombre de votes, on a 3 fois plus de votes pour Python que pour Java, par exemple. Et ça nous surprenait un petit peu. Mais en fait, quand on comprend la couverture, c'est une couverture plus large, ben là tout de suite on comprend pourquoi il y a tant de gens qui votent. Les ingénieurs sont un DevOps, il va pas scripter en Java, ou écrire en Java pour faire ça, il va faire du Python. C'était Java en 2, Java en 2, C# en 3, TypeScript et JavaScript très proches, et juste derrière TypeScript et JavaScript pour les langages front-end. Alors soyons honnêtes, si on rassemble TypeScript et JavaScript ensemble, souvent c'est les développeurs front-end, ils passent en 2e place. Oui, c'est vrai que le splitter c'est un peu artificiel parce que... Tout à fait. Alors après il y a des puristes aussi, des gens qui font du JavaScript vanilla et qui vont dire TypeScript jamais de la vie. Ou inversement. Donc c'est pour ça qu'on respecte. Ce qui m'amusait de regarder, moi, c'était le long tail de tout le reste derrière, et une énorme diversité de langages. J'ai même vu Objective-C. J'ai vu COBOL qui est très bien placé. COBOL. Alors je pense qu'il y a des gens qui sont passés sur le stand. Non, c'est des gens qui étaient intéressés par les sujets mainframe. Et on a des sujets autour de la modernisation des mainframes sur AWS, et effectivement ces gens sont passés, et eux leur quotidien c'est de travailler avec COBOL, donc ils ont voté pour le langage qu'ils utilisent au quotidien. Donc effectivement on a d'autres langages aussi, alors des langages assez populaires en ce moment, qui ont le vent en poupe, je dirais, en termes de... C'est Rust et Go. Et qui sont assez loin parce qu'en fait, je pense que c'est des langages qui sont en devenir. Sur la phase émergente de la courbe d'adoption. Donc on a des variations comme ça, mais c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment une longue tail, effectivement. On a des gens qui votent pour SQL, par exemple. Effectivement. Vous corrélez Excusez-moi, on fait notre petite pop-up. Est-ce que vous corrélez les catégories de services avec les langages? Est-ce que vous pouvez dire la même personne qui a voté Java est intéressée dans telle catégorie? Pas encore dans cette version MVP, mais ça fait partie des améliorations qu'on veut amener sur les prochains summits, c'est de pouvoir effectivement corréler les réponses aux différentes questions. Là, cette fois-ci, on voulait surtout, comme on veut pas
collecter d'informations personnelles, on veut que ça soit complètement anonyme. On s'est dit, on pose une question et on n'a pas à gérer le fait que la personne elle s'est peut-être arrêtée au milieu des différentes questions qu'on voulait lui poser, donc il faut redémarrer, donc c'est effectivement, comme je disais, c'est du fire and forget. Est-ce que vous qui nous regardez, vous pouvez retrouver les résultats? Tu vas poster ça quelque part? Alors pour l'instant, je les publie sur LinkedIn ou sur Twitter en envoyant des photos, et effectivement après reInvent, je vais certainement faire un petit post pour donner les résultats finaux. Vous avez le nom de François dans les notes du podcast, donc vous le retrouverez facilement sur LinkedIn également si vous voulez voir les résultats. Code Whisper, revenons aux annonces AWS, mais c'était intéressant cette petite parenthèse. C'est quoi Code Whisperer d'abord, pour que tout le monde puisse nous rattraper, et puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine sur Code Whisperer? Donc Code Whisperer, c'est un service d'intelligence artificielle pour les développeurs. Donc là, on n'est pas en train d'apprendre un modèle, c'est un modèle qui est déjà appris, c'est un modèle qu'on peut utiliser et qui est fait vraiment pour les développeurs. L'idée, c'est de proposer du code à la volée quand on est dans notre IDE, donc dans Visual Studio Code, dans les outils de JetBrains, dans Visual Studio. On peut, par exemple, mettre en commentaire. Là, on commence un commentaire, on dit là je veux implémenter une méthode qui va calculer la suite de Fibonacci. Ça a été fait plein de fois. Et en fait, du coup, Code Whisperer va directement suggérer le code à implémenter. Donc jusqu'ici, dans les annonces, Code Whisperer supportait Java et Python. C'est un plugin à rajouter dans mon IDE, un plugin. dans VS Code, par exemple. Dans VS Code, c'est pas un plugin à part, il faut juste installer le plugin AWS Toolkit, et ça vient avec le toolkit AWS, en fait. Donc je l'ai déjà sur mon laptop, j'ai jamais utilisé, mais j'ai le plugin installé. Okay. Et donc, effectivement, là, tout de suite, c'est actif. Alors, c'est actif. Jusqu'à présent, pour l'activer, il fallait avoir un compte AWS, et il fallait configurer le service et mettre une API key. L'autre annonce qui est, de mon point de vue, super intéressante pour les développeurs, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir un compte AWS. Pour commencer à utiliser Code Whisperer, on peut utiliser, ils ont rajouté une authentification utilisateur final, donc on peut se créer un compte avec son adresse mail et commencer à utiliser Code Whisperer. Oui, mais Code Whisperer, c'est pas gratuit, on paye quand même à la suggestion. Et là, quand on a un compte avec une adresse mail, c'est le free tier. Donc après, il y a des limitations en free tier. Aujourd'hui, le service, il est en preview. Donc effectivement, quand on est juste avec un compte utilisateur, c'est le free tier qu'on peut utiliser. À un moment, si on atteint la limite du free tier, il fait plus de propositions. Ça, c'est pour simplifier la vie des développeurs. Et de l'autre côté, pour simplifier la vie des organisations, parce qu'il y a des entreprises qui commencent à se dire qu'ils veulent utiliser ça à grande échelle, eh bien, on a intégré Code Whisperer avec AWS SSO. Et donc, un administrateur des comptes de l'organisation peut activer Code Whisperer pour l'organisation, et les développeurs vont pouvoir s'authentifier, donc activer Code Whisperer sur leur Active Directory, Ping ou n'importe quoi. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est pour pouvoir l'utiliser en entreprise, en mode organisé. C'est l'administrateur qui va activer le service et ça va être géré au niveau de l'entreprise. Donc ce sont deux nouveautés qui facilitent finalement l'utilisation, l'intégration, puisque ça s'intègre avec SSO. Et tout à fait. Ça simplifie. Là, c'est pour vraiment simplifier la vie des utilisateurs, que ce soit, je dirais, les développeurs indépendants ou les développeurs en entreprise qui sont dans des grosses organisations. Je ne sais pas si tu l'as dit, ou j'ai peut-être été distrait un moment, c'est quels langages sont supportés sur Code Whisperer ? Alors, les langages supportés donc jusqu'à présent, et ça c'est important, c'était Java et Python. Et alors moi, je suis super content des annonces de reInvent parce que depuis cette semaine, on supporte C# et TypeScript en plus. Et TypeScript. Donc là, c'est très intéressant. Ça devient intéressant. Python, donc là, TypeScript, C# et Java. Là, on couvre. Donc les quatre. Alors ça tombe très bien parce qu'en fait, on couvre les 4 langages qui sont dans les langages préférés des utilisateurs. Donc comme quoi. Le product manager il a bien fait son boulot. Il a trouvé ça. Donc ça, c'est des super annonces. Donc pour essayer, tout ce que je dois prendre, c'est prendre le toolkit AWS. Tu connais les plugins par cœur. C'est VS Code. VS Code, tous les outils JetBrains.
Pour le moment, c'est tous les outils IntelliJ, Rider, PyCharm, effectivement. Et alors, il n'y a pas encore dans le plugin Visual Studio. Je me suis un peu emballé tout à l'heure. Dans Visual Studio, c'est pas encore intégré. Donc là, c'est VS Code et les outils de JetBrains. Ah oui, donc Visual Studio, Windows, pas encore. Tout à fait. D'accord. Et t'as encore une dernière question, désolé, je te prends au dépourvu comme ça. Donc, t'as une idée du coût, du prix Alors non, aujourd'hui, c'est en preview et il n'y a pas de notion de après, coût. Ce sera un prix par millions de prédictions ou Tout à fait. Enfin, de suggestions. Voilà. Pas des prédictions, c'est des suggestions plutôt. Code Whisperer, si vous écrivez du code Java Python, allez regarder ça peut simplifier la vie. J'ai vu des démos qui sont assez impressionnantes. Hein. On met en commentaire, enfin en anglais, hein, pas en français, je veux télécharger un objet d'un bucket S3 et pouf, il nous pond 15 lignes de code, on n'a plus qu'à mettre le nom du bucket. C'est vrai que l'objectif, c'est vraiment d'accélérer le développement. Voilà, les choses qui sont répétitives, finalement, le modèle, il les a déjà appris, on a juste à lui demander, je veux faire ça, il va nous générer le code. C'est un vrai gain de temps et on peut se focaliser. L'objectif, c'est de permettre aux développeurs de se focaliser vraiment sur la logique métier et pas sur le code boilerplate, comme on en dit en anglais, qui est finalement juste de la connexion entre les différents services. On va devoir écrire après. Virginie, on a parlé d'AIML, François, on a parlé d'outils de développement et de langage de programmation. C'est ainsi qu'on va terminer ce 3e et dernier épisode du podcast AWS en français. Alors quand je disais dernier hier, je veux dire dernier à Las Vegas, évidemment. Le podcast va continuer sous sa forme habituelle en audio dans les applications de podcast habituelles, Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast pour ne citer que les principales. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, vendredi, on parlera, je serai avec le PMU. On va parler de leur infrastructure web et comment ils ont mis en place une infrastructure capable de scaler très rapidement sur des événements sportifs où parfois ils ont des pics de trafic énormes. Tout ça, ça tourne sur AWS et on va lever un côté du voile avec mes intervenants du PMU. Ce sera vendredi prochain. Abonnez-vous d'ici là, comme ça vous aurez la notification. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Merci à vous deux d'avoir passé votre temps tôt le matin puisque on enregistre entre 7h30 et 8h du matin, heure de Vegas. Comme ça, on peut assister aux conférences et aux sessions après. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.